Ce soir, autour de la table, les membres du collectif des championnes et des champions français, Marie-Claire Resto, Philippe Candeloro, Marion Cligné, Sébastien Delaigne. Ils ont, j'arrive pas à compter, combien vous avez de médailles chacun, tous là, si vous êtes tous réunis? Des médailles mondiales ou olympiques? Olympiques déjà. Moi j'en ai qu'une. Deux, ça fait quand même 5, ok, on s'incline. Et mondial, donc double, ça fait 2, 10. 3, 10. 10. On est vrai. En comptant 15, 20, 23. 0. 2. Ah non, moi j'ai compté que les titres. Oui, c'est les titres 6. Ah, oui, c'est que les titres 6. Mais... Bon, et Sébastien, il ne sait plus. 3. Ah ouais, c'est que 3. Bien les que 3. Bon, on s'incline, mais quand même, vous avez connu cette séquence comme certainement beaucoup d'athlètes, même si aujourd'hui tout est décuplé, compte tenu du fait que ce sont les Jeux en France, qu'il y a les réseaux sociaux aussi, et cette Léon Mania qui vient de se déclencher. 25 000 personnes l'attendaient, ont fait des heures de queue hier pour le voir au Club France, et ce n'est absolument pas terminé. Il est sursollicité évidemment. C'est un marathon médiatique qui s'ouvre pour lui, et avec beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que ça a un avantage? Comment va-t-il gérer tout ça? Alors Sébastien Delaigne, j'aimerais que, parce que vous connaissez la famille proche, ses parents de Léon Marchand, cette méga star qui est devenue Léon Marchand, on le savait pour ceux qui connaissaient parfaitement la natation et le sport en général, que ces Jeux allaient être vraiment une bascule, une réussite pour lui parce qu'il était préparé pour ça. Mais maintenant, dans quoi bascule-t-il, lui, le jeune homme de 22 ans, qui était plutôt protégé du fait d'être aux États-Unis, d'être très bien entouré et d'être dans l'univers de la natation? Il bascule dans une dimension qu'il ne connaissait pas et que très peu de sportifs ont connue. C'est comme vous le disiez, il est starifié, c'est une grande star de ces Jeux Olympiques, carrément, et au niveau national comme international. Il a marqué l'histoire de son sport, il a marqué l'histoire des Jeux de Paris, et du coup, effectivement, ça va être une gestion relativement compliquée. Mais je pense qu'avec l'entourage qu'il a, les parents qu'il a, l'entraîneur qu'il a, les entraîneurs qu'il a, voilà, il a encore une fois, je le disais la semaine dernière, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il sait très bien où il va, il sait très bien ce qui se passe, même s'il n'a pas réalisé tout à fait encore l'ampleur de cette notoriété. Voilà, c'est quelqu'un de serein, de posé, quelquefois introverti, puisque effectivement, il n'aime pas non plus tout ce qui peut se faire autour d'un sportif, c'est-à-dire la surmédiatisation, les plateaux à gogo. C'est pas son genre. Style. Donc c'est pas son style. Donc déjà lui-même est déjà un peu protégé par sa personnalité ou son caractère quelque part. Et par contre, ça va pas être facile à faire. Mais je pense que voilà, il est assez intelligent, et le monde qui l'entoure aussi pour pouvoir faire la part des choses. Oui. Mais ses parents, c'est une bulle. C'est évidemment, ils connaissent aussi l'univers médiatique. Son papa est journaliste, sa maman ne l'est pas, mais connaît cet univers-là aussi. Le fait qu'ils aient aussi eux vécu ce que vous, tout dans le collectif, vous avez vécu. Est-ce que pour lui, ça peut être un rempart pour le protéger plus que lui de devoir se protéger lui-même? Oui, quelque part, oui, c'est un atout. C'est un atout. Ils sont passés par là, l'expérience ils l'ont, et comme vous disiez, Xavier est dans le milieu, donc il sait comment ça se passe, il connaît les rouages, et je pense que son fils est le premier averti. Et est-ce qu'ils sont préparés aux éventuelles polémiques qui pourraient commencer à être mises en avant? On l'a vu avec le phénomène Mbappé. Ouais. Tout ce qu'il faisait était merveilleux jusqu'au jour où on trouve un truc et que la France entière se déchaîne. Oui, ils sont préparés. Ils savent que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, et qu'il y a toujours, des détracteurs, j'ai envie de dire, du plaisir, et qui seront voilà, là pour critiquer ou faire une analyse ou interpréter quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc ça, ils sont complètement conscients, et donc du coup, ça permet de le vivre avec moins de fracas, quoi. Ouais. De toute façon, après une telle montée en puissance là de ce qu'il a donné sur ces Jeux, il va falloir forcément qu'à un moment donné,
il se casse la gueule pour qu'il se fasse défoncer. Soit il va continuer là, il peut continuer 3-4 compètes là d'ici les 3 prochains mois, ça va continuer à bien se passer. Mais à un moment donné, avec la pression, si en plus il aime pas trop la partie un peu publique, média, moi j'aimais le public, donc quand j'ai ce truc là qui m'est tombé sur la tête, j'en ai profité, ça m'a galvanisé, ça m'a boosté dans mes efforts. Si lui, il est pas trop dans ce style de pouvoir utiliser le public, s'en servir et vivre avec, à un moment donné, de toute façon, les médias français, ils adorent ça. Il était tellement haut, le gars, qu'on va attendre à un moment donné qu'il y ait une petite rechute pour pouvoir bing, 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 appuyer sur la tête, parce que il faut toujours, comme il dit, qu'on a besoin de détracteurs en France, sinon ça marche pas. Ouais. Oui, Philippe, c'est terrible. Alors Sébastien Delaigne. Philippe, là, quand j'ai pas dit qu'il aimait pas le public. Attention, au contraire, il s'en est servi et il s'en est servi avec intelligence. Là, on l'a vu aux Jeux Olympiques, il les a remerciés à plusieurs reprises. Il était avec le visage pas du tout fermé quand il rentrait dans l'arène. Il se nourrissait de ça intelligemment. Et non, ce que je disais, c'est que c'est pas un gars qui va chercher à être sur les plateaux télévisés et à se montrer, quoi. Donc déjà là-dessus, il est grâce à ce caractère-là un peu protégé. Oui, Marie-Claire Estou. Moi, je pense que dans un premier temps, il va falloir qu'il se fasse à l'idée d'avoir gagné une avalanche de médailles en peu de temps. Donc c'est déjà retomber sur terre et se dire waouh, je l'ai fait. Après, je pense qu'effectivement, il doit être bien entouré. Il faut que le plus important, en fait, pour traverser des épreuves comme ça, des épreuves auxquelles on n'est pas forcément complètement préparé, il faut être bien entouré et il faut choisir son entourage. Vraiment, ça c'est quelque chose de très important. Il faut être bien entouré. Et puis, il m'a l'air d'avoir quand même les pieds bien sur terre. Et puis, suivant les personnalités, il y en a qui vont, comme Philippe, complètement surfer sur la vague de la popularité. Et puis d'autres qui vont choisir un petit peu plus ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont donner, je dirais, au public, aux médias, etc. Et je pense que lui... il sera plutôt dans ce profil-là où il choisira vraiment, il sélectionnera. Qu'il est un petit peu réservé. J'ai pas dit qu'il aimait pas le public. Au contraire, on voit bien là qu'il a envie d'aller, mais qu'il y a une certaine réserve. Après, moi, j'ai pas fait le même métier. Moi, je fais un sport artistique où on doit séduire le public pour être apprécié et être applaudi. Là, c'est les performances et c'est la ligne d'eau traverser le plus vite possible qui va faire sa notoriété. Moi, j'ai relevé dans les interviews qui ont été faites autour de Léon Marchand, l'interview de Bob Bowman dans les colonnes de l'équipe. C'est ma consoeur Céline Noni qui lui avait posé la question, qu'est-ce qui va se passer pour lui, et il dit toute l'année ce que dit Bob Bowman sur Léon Marchand. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis concentré à baliser factuellement son chemin et tout ce qu'il pourrait contrôler afin de lui libérer l'esprit, mais je savais déjà qu'il allait perdre quelque chose et que mon job était justement de l'amener à cette perte. D'une certaine manière, c'est tellement triste. Désormais, Léon ne va plus tout à fait s'appartenir. Les gens vont se l'approprier, le priver de son insouciance et du plaisir simple de nager. Voilà ce que disait Bob Bowman. C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il est bon, ce Bowman? C'est incroyable de savoir que derrière, on va gagner des médailles, mais on va perdre aussi quelque chose. Il a un nom prédestiné, Bonman. Non, mais on perd, mais on gagne aussi. On gagne en partage avec le public. On gagne beaucoup de choses aussi. Après, il y a aussi un phénomène, ce qu'on appelle en anglais les POB, c'est le Post-Olympic Blues. C'est que après les Jeux, tu as une petite dépression pour certains, parce que d'un coup, tu es là et puis tu arrives chez toi Mais pour un jeune homme de 22 ans qui vivait sa vie de jeune homme et d'athlète de 22 ans, à partir d'aujourd'hui, aller au cinéma, aller au restaurant, ne sera plus tout à fait la même chose. Il vivra ce que Patrick Bruel a connu quand il ne pouvait plus aller manger une pizza et tout ça. Mais ce qui va le préserver, c'est peut-être que dans quelques semaines, il va retourner aux États-Unis, ça va peut-être un petit peu le préserver. Allez, qu'est-ce qu'on va faire et que va-t-il se passer aussi, accompagner l'effet Léon Marchand, cette Léomania, mais aussi sur d'autres aspects plus économiques. On va en parler dans un instant avec Vincent Chaudel, qui est fondateur d'Inesport et de l'Observatoire du sport Binès, qui va faire un détour avec nous dans cette émission, et on fera un petit crochet également par le basket avec vous, mon cher Antoine Mazer. Allez, encore un petit moment à passer tous ensemble, on s'arrête et on se retrouve juste après ça, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillot.
Les vraies voix des JO, vous le savez, avec les membres du collectif des championnes et des champions français, le CCCF. Retenez bien ces initiales. Dans cette émission ce soir, nous accueillons Marie-Claire Restou, Philippe Candeloro, Marion Clignet, Sébastien Delaigne. Ils ont tous un palmarès long comme le bras, ce que nous n'avons pas. Et donc c'est pour ça qu'ils sont avec nous ce soir sur cette antenne sur Sud Radio. Si, quand même un peu, Philippe. Mission Gris. Tu te souviens de l'émission Gribouille? Non. Non. C'était quoi, ça ? Il avait des tout petits bras et puis il dessinait. C'était un truc, une émission pour enfants. Donc j'avais pas un grand bras. Un palmarès long comme le bras. Bon, écoute, c'était la blague. Si. Les palmarès long comme le bras. Quand on les aligne tous, désolé, ça fait long. On fait un petit crochet par le résultat du basket, mon cher Antoine. Les Français face aux Canadiens qui sont au pied du mur pour se qualifier. Et ça se passe pourtant très bien pour l'instant pour l'équipe de France qui, dans le deuxième quart-temps, mène 30-20. Les coéquipiers de Victor Wembanyama qui ont réalisé un très gros début de match, notamment les 10 points d'Isaiah Cordinier qui permettent à l'équipe de France de mener à 5 minutes maintenant de la mi-temps. L'entame de match, elle est quasiment parfaite. Maintenant, il faut tenir. Par contre, face aux Canadiens et leur star de la NBA. Juste un petit mot tout à l'heure, on en parlait avec Marion. On suit le cyclisme sur piste avec l'équipe de France. Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est que l'équipe de France a battu le record de France pour la poursuite féminine. L'équipe de France a amélioré le record de France dès son entrée en lice en qualification. C'était sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le quatuor formé par Clara Copponi, Valentine Fortin, Marion Boras et Marie Lenay a avalé les 4 km en 4,08. L'ancien record était de 4,10 et daté du 12 avril lors de la Coupe du Monde en Australie. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour entrer dans les 4 premières. C'est l'Australie, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Italie qui ont terminé dans cet ordre aux 4 premières places qui, eux, vont se disputer la médaille d'or. Par contre, pour l'équipe de France, on pourra toujours viser une médaille de bronze. C'est pas mal. Oui, on espère. Il faut augmenter le potentiel. C'est un petit peu plus. On est habitué à tellement de médailles chaque jour, à annoncer ça à longueur de fil d'infos qu'on a l'impression qu'il se passe rien aujourd'hui, mais pas du tout. Et on est là déjà. Déjà, vous êtes là. Ça, c'est une grande information. Il faut le rappeler aux auditeurs. Sébastien. C'est historique. Oui, c'est historique. Il n'y a pas eu une journée sans médaille. Là, il n'y en a pas eu encore. Ce matin, 2h30 du matin, donc c'est bien au jour du mardi. Non, mais justement, il n'y a pas eu une journée pour le moment sans médaille. Oui. Je veux dire, c'est que depuis que les Jeux ont commencé chaque jour, merci Marie-Claire. Il faut traduire des fois. C'est historique, non ? Et c'est super. Ah oui, c'est historique, oui. Voilà, merci. Et on espère que ça dure comme ça jusqu'à dimanche pour qu'on puisse battre le record. Alors hier on a fait un petit quiz. On posera la question tout à l'heure à combien on va finir de médailles très précisément pour voir qui s'en rapproche le plus à 1 ou 2 médailles près. C'était le débat qu'on avait avec Révois. Je voudrais qu'on continue sur notre débat autour de la Léon-mania qui ne fait que commencer et qu'est-ce qui peut donner. Pour un petit ordre, dans l'ordre des choses, il faut savoir que la 4e médaille d'or de Léon Marchand, le pic d'audience pour la télévision était de 14,5 millions de téléspectateurs. À titre d'exemple, la finale de rugby à 7, c'était 11,6 millions. Vous imaginez un peu le pic d'audience pour France Télévisions à ce moment-là. Et son doublé le même soir, c'était 13,5 millions de téléspectateurs. Seule la victoire de l'équipe de France de judo est arrivée à 13 millions. Donc dans le palmarès des succès d'audience, on en est là aujourd'hui. Au bout de 10 jours, la plateforme de France TV cumule 138 millions de vidéos vues. C'est un jackpot en termes d'image. Et 57 millions. Devenir riche. Alors nous, non. Finalement, mais eux, ils vont peut-être continuer à m'engager finalement avec Nelson. Ils vont peut-être pouvoir continuer à nous embaucher. Ils vont pas pouvoir vous dire que c'est des problèmes de budget. Là, non. Pas un problème d'âge. C'est un problème d'âge pour Nelson. Ça me paraît évident. Sébastien Delaigne, je rappelle que vous êtes double champion du monde de pentathlon moderne. Vous êtes aussi proche de la famille de Léon Marchand. Mais est-ce que vous savez ce que Léon Marchand aurait envie de faire de cette notoriété? Souvent, il y a des sportifs de haut niveau, de très haut niveau, qui ont des envies en se disant moi ma notoriété je veux la mettre au service de telle ou telle idée ou telle cause. Est-ce que là-dessus il y a déjà répondu ou c'est encore trop tôt? Non, je pense que c'est encore trop tôt. Il faut
il faut que que l'effervescence redescende et qu'ils prennent un peu la mesure des choses. Là, c'est beaucoup trop tôt. Et il n'a pas fait ça pour ça en plus. Donc, si vous voulez, il n'y a pas la même interprétation ou la réflexion qui est posée dans sa tête. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je veux pas que ma notoriété. Enfin, je décide pas ma notoriété. Je décide les performances que je fais d'abord. Donc, quelque part, effectivement, derrière en découle la notoriété. C'est pas le même cheminement. Bien sûr. Faut quand même rappeler aux auditeurs, vous êtes des anciens sportifs de très très haut niveau, c'est que d'abord on est des sportifs de très haut niveau avant d'être des personnalités qui prennent position, etc. Donc il faut pas tout mélanger non plus. Et le jeune homme, il n'a que 22 ans. Donc, il a encore 2 à 3 Olympiades à pouvoir faire quand on voit la plupart des gens qui veulent continuer. Donc, est-ce qu'il a envie de après, c'est une question d'envie. Donc forcément, la priorité, ça va être pour lui s'il a envie de continuer à nager, il va d'abord continuer à nager. Après, s'il était en fin de carrière, peut-être qu'il se poserait la question de savoir s'il allait donner sa notoriété, son engouement pour une œuvre caritative ou pour une action de bienfaisance. Bon, il pourra toujours le faire un peu en parallèle, mais il ne pourra pas donner toute sa vie et son temps à ça s'il veut continuer à nager. Sur le plan économique, qu'est-ce que ça pourrait changer, la Léon Magnia, finalement, à la fois pour sa discipline, mais pour le sport aussi en général, hein, parce que ça peut aussi compter. Et qu'est-ce que ça a peut-être déjà rapporté, s'il y a déjà des indicateurs? On parlait des audiences télé. On est avec Vincent Chaudel, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de faire un petit passage dans les vraies voix des JO fondateurs d'In Sport et de l'Observatoire du Sport Business. Est-ce que vous avez déjà pu un peu analyser cette Léon Magnia sur le plan économique, ou est-ce qu'on peut déjà anticiper certains éléments économiques? Je vais déjà vous donner quelques éléments de comparaison ou complémentaires à vos échanges. Déjà, malheureusement, je vais pas vous rapporter beaucoup de médailles d'or dans votre total du plateau. Oui, mais, zéro. Mais on est bien garni. Tout va bien. Nous ramener de l'or massif, par contre. D'un point de vue économique, ce qui est important pour un athlète lui-même, c'est la rencontre avec le public, c'est l'exposition de ce nombre de millions de Français qui étaient devant leur écran. Ça le change de dimension. Et vous avez évoqué les 14 millions de Français qui étaient devant leur écran pour sa finale, mais attention. Il y a eu 14 millions de Français aussi devant France-Brésil en 2019 pour le football féminin. Et après, on est tombé à moins de 1000 spectateurs de moyenne pour le championnat de France de première division du football féminin. Donc, il y a eu une rencontre. C'est le point qui est très important. Mais après, et c'est toute la difficulté pour les sportifs olympiens, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant 4 ans entre le moment où ils rencontrent le public, une fois, et le public global français, et pas le public uniquement des amateurs de natation. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les 4 ans? Et c'est ça qui va être important à voir. Alors, si on veut quelques points de repère, un champion comme Kevin Mayer, moi je le prends beaucoup comme point de comparaison, les communautés sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, parce que c'est l'indicateur qui est souvent retenu notamment par les sponsors pour suivre et accompagner des sportifs. Un Kevin Mayer qui est un grand champion qui malheureusement n'a pas pu faire Paris 2024, et à 400 000 followers. Un Florent Manodou, qui a participé à de multiples Olympiades et à 775 000 followers. Teddy Riner à 1,5 million. Et aujourd'hui, notre Léon Magnia va terminer les CJO avec 1,2 million, qui est très bien. Mais c'est 10 fois moins que Phelps, par exemple. Et c'est 100 fois moins qu'Mbappé. Donc, si on veut se donner des points de comparaison, c'est cela. Alors, il va avoir gagné, rien qu'avec les primes de médailles d'or, quelque chose comme 300 000 €, un peu plus, mais il va falloir défalquer la retenue fiscale. Oui. Un joueur comme Mbappé, il a 25 millions d'euros de contrats sponsoring. Il n'aura pas ça, bien évidemment. Et quand vous parliez tout à l'heure de son sujet pas de timidité, mais de réserve, des fois, quand on a les moyens, on peut l'organiser, on peut s'expatrier, et organiser une vie avec une certaine distance avec le public, mais il faut en avoir les moyens. Et donc ça, c'est pas nécessairement toujours facile. La chance qu'il a, effectivement, je crois que Philippe Candeloro l'a évoqué, c'est qu'il va repartir aux États-Unis, et qu'aux États-Unis,
il sera plus protégé parce qu'il y a une forme d'anonymat. Maintenant, s'il veut monétiser, il va falloir qu'il entretienne sa visibilité. Alors, il va l'entretenir avec de la performance. Il va falloir qu'il l'entretienne aussi avec des marques qui vont l'exposer. On va avoir ce qu'on appelle du co-branding, c'est-à-dire les marques vont s'associer, vont chercher le transfert d'excellence que lui va représenter dans d'autres univers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est avec le groupe LVMH qui se veut excellent dans son domaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Marion qui était pas d'accord, Marion, avec vous, Vincent. Il fait ses études aux États-Unis. Il est plus que connu aux États-Unis, donc il rentre pas dans l'animal là-bas. Déjà au campus. Mais on est moins envahissant peut-être avec la célébrité, avec le. Non, je sais pas. Ça dépend. Il y a des groupies là-bas, peut-être moins folding qu'ici, mais bon. Après, tout dépend de ce qu'il aura. Oui. Tout dépend de ce qu'il aura envie de faire. Est-ce qu'il aura envie de monnayer vraiment ses titres ou pas? C'est une vraie question parce que parce qu'il fait des études, il a des projets professionnels, il a peut-être pas envie d'être... D'un sportif à l'autre, il y en a qui font des démarches, qui embauchent un agent, qui etc. pour aller chercher du budget, clairement. Et puis il y en a qui sont pas là-dessus parce que ils ont aussi ils considèrent que le sport c'est du sport et c'est super, mais c'est pas le métier de demain et donc voilà, donc suivant le sportif, ça peut être très très différent. Et puis, alors l'avantage, c'est que quand on est connu comme Léon Marchand, les sponsors vont venir sans doute tout seuls. Il y aura pas besoin d'aller les chercher. Les téléphones va sonner tout seul. Moi, je dirais il y a deux choses. Ce qui est paradoxal, c'est que parfois on peut avoir des gens qui ont des milliers de followers. Là, on parle de 700 000 followers. Mais combien de ces followers vont dépenser 10, 15, 20 ou 50 euros pour aller voir une compétition de leur champion? Pas beaucoup finalement. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que les sponsors s'intéressent uniquement à ce nombre de followers qui est un petit peu ce qui appâte le sponsor, mais en fait dans une salle sur de l'événementiel, et ce qui rapporte quand même beaucoup d'argent aussi, l'événementiel, entre le merchandising, la billetterie, tout ça, finalement, ce sont pas ces followers qui remplissent les stades ou les piscines. Donc, peut-être qu'on aura aussi plus de construction de piscines de 50 mètres, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bassins aquatiques, de bien-être et un petit peu d'apprentissage à nager, mais les 50 mètres de long, il y en a de moins en moins. Mais les marques comme LVMH cherchent pas forcément à ce que les suiveurs de Léon Marchand viennent le voir en piscine. Elles veulent que, par exemple, Léon Marchand va porter la dernière chemise LVMH et du coup, il va poster une photo avec la dernière chemise LVMH et forcément, il y aura des répercussions là-dessus. Avec des valises. Je suis d'accord aussi. Mais Vincent Chaudel, les marques, certes, mais les sportifs et les entités. Alors là, on parle d'un sport individuel, mais j'imagine que les dauphins du TOEC, et ça, c'est un sujet qui existe aussi, c'est le club d'origine de Léon Marchand, mais de tous les autres, c'est de pouvoir avoir des bassins suffisamment grands. Est-ce que il y aura un effet quelque part Léon Marchand pour la natation française avec des communes, l'État, des instances qui vont se dire effectivement on est un peu faible au niveau du nombre de piscines, on a un phénomène certes, mais on peut faire mieux. Alors il va y avoir un phénomène Léon Marchand, c'est-à-dire qu'on va le voir dans les inscriptions dans les écoles de natation. Ça c'est mécanique. À chaque Jeux Olympiques, il y a des sports comme l'escrime, le judo, la natation qui ont un pic de demande selon évidemment les performances des équipes de France, ont un pic de demande à la rentrée et on a un phénomène en escalier. Parce que entre ce pic de demande et la capacité d'accueil, d'encadrement et aussi des infrastructures comme vous venez de l'évoquer, ça varie et donc il va falloir un temps entre le moment où les municipalités vont décider de construire de nouvelles bassins et le moment où ils vont être livrés et à ce moment-là il y a de la déperdition en ligne. Ce qui est difficile aujourd'hui dans le sport, c'est monétiser pour les clubs et les fédérations pour les événements. Ce qui a été dit est tout à fait juste, les followers s'intéressent à l'athlète lui-même, les sponsors à l'athlète pour faire le transfert. Mais pour aller réellement dans les salles ou dans les stades, c'est plus compliqué. Et donc, on a un phénomène qui est un peu particulier, c'est que ce sont les organisateurs des compétitions, les fédérations, les clubs qui créent, qui permettent d'exposer ces champions-là, mais ils n'ont pas nécessairement l'économie. On peut gagner de l'argent dans tout ce qui est image, et ça va être l'image des joueurs ou les droits télé.
c'est plus compliqué au niveau des clubs et des organisations. C'est quand même un sacré paradoxe, cette situation. Bien sûr. Je voudrais qu'on entende Sébastien aussi tout à l'heure, mais Philippe, vas-y Sébastien, allez-y. Non, moi je crois qu'il va faire du bien déjà à la Fédération française de natation et justement aux clubs qui en découlent, parce que beaucoup de jeunes, et on le sait, après les Jeux, souvent on s'inscrit dans les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui existent et bon, effectivement, un manque de structure. Mais en attendant, il y aura pas mal de nouveaux licenciés qui iront prendre donc une licence dans les clubs de natation. Et c'est pas une mauvaise chose quand on sait que encore aujourd'hui, on ne peut pas proposer la natation à tous les niveaux de scolaires. Et il y a des villes, tout à fait. Le savoir nager qui est obligatoire. Qui fait partie du programme, qui est obligatoire, et en fait, on peut même pas y répondre. On n'a pas les moyens pour répondre à cette volonté ou cet objectif, je dirais, éducatif. Et ce qui fait que je voulais dire tout simplement que les clubs vont se voir grandir par ces nouvelles licences, et c'est pas un mal du tout. Après, il faut répondre aux besoins, et je pense que ça va permettre, effectivement, il y a le délai de livraison de certaines piscines, mais au moins de remplir certains bassins qui sont quelquefois par manque d'utilisation fermes ou très peu utilisés. Et je pense que là, les municipalités, même si c'est rude en termes de finances, je dirais, les clubs vont pouvoir fournir le reste. Il vaut mieux arriver avec des médailles et peser un poids médiatique certain pour certainement négocier dans cette histoire-là. Vincent Chaudel, il reste quelques minutes, mais je voulais avoir l'œil de l'économiste du sport que vous êtes. La réussite d'ores et déjà annoncée de ces Jeux, donc soit en termes de médailles, d'organisation, est-ce que finalement l'héritage sera pas de transformer toute cette belle énergie pour le mouvement sportif, ou alors on va avoir une énorme gueule de bois à l'arrivée? Alors, l'héritage, c'est de faire que les Français fassent plus de sport. Ça va être certainement ça, l'héritage, parce que contrairement à d'autres jeux, on n'a pas construit beaucoup d'infrastructures pour ces jeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un budget qui est relativement maîtrisé et maîtrisable. Donc, ça va être un héritage plus immatériel, et malheureusement pour les Jeux Olympiques, on risque de pouvoir le constater que dans 10 ou 15 ans. Mais si les Français faisaient plus de sport, on pourrait économiser jusqu'à 5 milliards de dépenses publiques en santé publique. Donc oui, ça c'est très important. Maintenant, quand on parle de la natation, le problème c'est qu'une piscine, c'est toujours un coût. Rares sont ceux qui arrivent à gagner de l'argent dans l'exploitation de la piscine. Donc vaut mieux avoir d'un point de vue économique, vaut mieux avoir beaucoup de fonctions en judo, parce qu'on peut faire rapidement un dojo. Plus rapidement un dojo et mieux le gérer qu'une piscine, malheureusement. Sébastien Delaine veut répondre à ça. C'est peut-être notre système qui est à revoir, parce qu'effectivement les sommes sur des piscines sont drastiques, mais comment vous expliquer qu'en Espagne il y a beaucoup plus de piscines, qu'en Angleterre il y a beaucoup plus de piscines, qu'en Allemagne il y a beaucoup plus de piscines, et en France on est toujours limité. Il y en a beaucoup qui veulent nager, mais qui sont obligés, en club par exemple, et qui sont obligés de faire 40 km aller, 40 km retour. Donc, comment on n'arrive pas à pallier à ces besoins-là? Moi, c'est la question que je vous pose. Enfin, je vous pose pas vous en tant que je pose à tout le monde, au système français, quoi. Déjà, moi, je peux parler un peu aussi pour notre paroisse, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une patinoire accolée à une piscine aujourd'hui peut apporter une économie d'environ 200 000 € à l'année de coûts énergétiques. Donc ça veut dire que demain, s'il y a des nouvelles piscines qui doivent se construire, je pense qu'il doit y avoir un plan global avec le ministère, une réflexion globale pour dire voilà, est-ce que notre meilleur système aujourd'hui c'est de construire, puisqu'on a aussi France 2030 qui va se construire. Aujourd'hui, nos patinoires sont en perdition, elles sont en train de fermer parce que sous le prétexte que c'est un gouffre énergétique. Donc si demain on construit des piscines, je pense qu'il faudrait que l'État dise vous construisez une piscine, à côté mettez aussi une patinoire. Alors peut-être pas systématiquement, s'il y a 100 piscines qui doivent être construites d'ici 15 ans, on n'aura peut-être pas 100 patinoires, mais en tous les cas, je pense qu'il y a une réflexion globale à imaginer. Petite question pour vous, Vincent Chaudel. Pourquoi est-ce que l'univers du sport a tant de mal à se faire entendre sur ces sujets-là de construction d'infrastructures, ce que n'a pas forcément le monde de la culture? Mais parce que, alors, moi, c'est ma perception, c'est que je pense que la France était un pays de culture et d'art, que nos élites de droite comme de gauche ont toujours été sensibles aux faits culturels et beaucoup moins aux faits sportifs, beaucoup moins que les anglo-saxons, par exemple. Et donc, il y a comme un accord tacite, quelle que soit la couleur politique, pour soutenir l'art et la culture.
pour la rendre accessible au plus grand nombre. Et on se dit que pour le sport, les gens se débrouilleront toujours. Mais petit à petit, j'ai comme le sentiment qu'avec France 98, déjà, le regard des politiques sur le sport a commencé à changer. Et ça peut être aussi un héritage de Paris 2024, de rendre compte que réellement, le sport est du lien, une dynamique et surtout un booster de morale. C'est ça. Je crois que politiquement, c'est pas c'est ça qu'il faut qu'ils changent leur regard, les politiques. C'est que l'art et la culture est considéré comme un métier. Le sport doit devenir un métier. C'est tout. Et là, à ce moment-là, vous allez montrer aux gens que on considère les sportifs et pas seulement un laps de temps, mais sur Quel une autre longévité. événement culturel peut proposer ce que les JO de Paris ont proposé jusqu'à présent? Aucun. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et on prêche est peut-être tous pour notre d'accord. paroisse. On peut peut-être prêcher pour notre paroisse. Pour le peut-être CCCF. Voilà ce qu'on voulait dire. Yes. Mais simplement, ça va être un des héritages, Vincent Chaudel. Ça va être un sacré défi pour les autorités et l'héritage des Jeux, de redescendre derrière tout ça, en sachant qu'il y a aussi les Jeux paralympiques. Bon, il y a les Jeux paralympiques, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais il y a Alpes 2030 et on a entendu que politiquement, à la rentrée, il y aurait des débats autour de Alpes 2030 parce que on les aura si on a quand même la caution de l'État. Eh oui. Il risque d'y avoir débat, donc on va vite rentrer dans le débat. Dans le dur, comme on dit. On n'a pas envie d'en sortir là de cette séquence en fait. Vraiment. Non. Bon, mes chers vrais voix, Vincent Chaudel, merci beaucoup d'être passé nous voir. On se repassera un petit coup de fil à nouveau parce que effectivement c'est intéressant ce qui va se passer au niveau des conséquences, des suites de l'après JO 2024. Moi je vous embrasse, Sébastien Delaigne, vraie voix des JO ce soir. Marion Cligné qui repart en vélo. Vous allez quand même pas faire le tour de Longchamp encore. Non, je là, dis on direct. rentre Il faut passer direct. par le Mont-Valérien, donc j'aurais déjà. Ouais, une petite côte, c'est pas mal. C'est quand même la seule invitée de cette radio qui vient en tenue de sport et faire en vélo, je vous le dis. Philippe Candeloro, bonne émission. Je vous libère. Moi, je pars. iceradio.com. Voilà, écoutez iceradio.com Allez, en on direct change de là fréquence. dans une demi-heure. À tout de suite. Et Marie-Claire Restou. Merci Marie-Claire. À très bientôt. À très bientôt. C'était nos vraies voix des JO ce soir à retrouver bien évidemment en podcast sur Sud Radio. Et dans un instant, c'est l'info, la météo. Et nous, on se retrouve demain avec un autre plateau. Un dernier mot, le basket. C'est la mi-temps, l'équipe de France mène 45-29 face aux Canadiens. On croise les doigts, encore 2 cartons à tenir. Allez Allez les la Bleus. France. Allez les Bleus. Allez, à demain. Très bonne soirée. Ciao.